Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer tous ensemble cette table ronde organisée par Autodesk autour d'une thématique qui concerne très directement, voire même qui implique nos intervenants du jour et qui doit aussi vous intéresser, vous toutes et tous connectés avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Arnaud Delannoy, bienvenue à vous. La thématique, donc, l'architecture durable. On va essayer de prendre un peu de hauteur sur les pratiques existantes, les tendances, les visions aussi de différents architectes réunis avec nous aujourd'hui. Et on se projettera un peu vers l'avenir en essayant de dessiner le champ du possible ou du souhaitable en matière d'architecture durable, dans ce contexte où la pénurie de matériaux est constatée progressivement, des efforts en termes de maîtrise énergétique et au rapport à la transition écologique sont de plus en plus pressants, justement, hein, évidemment, c'est tout à fait justifié. L'urbanisation, malgré les enjeux et les impacts des activités de construction sur la planète, eh bien, l'urbanisme continue de progresser, la démographie progresse, l'urbanisme progresse. Eh bien, les gaz à effet de serre, finalement, en conséquence, eh bien, finalement, une profession parmi d'autres, mais est au cœur de ces débats, de ces enjeux aujourd'hui, la profession d'architecte. Pour, euh, pour répondre à ces questions, nous avons aujourd'hui 3 architectes qui ont accepté d'être présents avec nous. Emmanuel Di Giacomo, avant d'entrer dans le vif du sujet et de présenter nos 3 intervenants du jour, bienvenue, merci de nous accueillir. Emmanuel Di Giacomo, donc un plateau de choix ce soir. Présentez-vous peut-être en un mot, Emmanuel, et puis expliquez-nous finalement ce qui a guidé la composition de ce plateau de choix que nous avons ce soir pour répondre à cette question de l'architecture durable. Oui, merci Arnaud, et bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir à tous les intervenants. Alors, je me présente en quelques minutes, hein, Emmanuel Di Giacomo, responsable du développement des écosystèmes BIM et architecte de formation. Et pour quelles raisons nous avons, donc tout d'abord, nous avons souhaité organiser cette table ronde parce que le développement durable, c'est un sujet qui tient déjà à cœur tous les architectes, mais aussi Autodesk, hein, depuis sa création, on a toujours été très attentif au développement de solutions qui permettent justement de relever les défis finalement environnementaux dont vous parliez, Arnaud. Et clairement, nous aussi, en tant que société, on essaie de faire un maximum de travail pour réduire nous-mêmes notre propre empreinte carbone. Alors, pourquoi le choix de ces 3 agences? Parce que ces 3 agences, bon, déjà, bien entendu, on les connaît bien depuis un petit moment. Ce sont 3 agences qui font un travail remarquable, des projets d'architecture vraiment très intéressants. Et ils sont aussi, comment dire, très impliqués dans le domaine de l'architecture durable, éco-efficiente, éco-friendly, on l'appellera comme on souhaite. On a eu l'occasion de voir certains de leurs projets qui s'appuient sur des matériaux justement éco-efficients, nobles, etc., avec toujours cette créativité. Et en plus, la particularité de ces 3 agences qui sont de tailles différentes, c'est que en fait, ils utilisent le numérique pour justement répondre à ces grands défis. Et on se rend compte aussi qu'au niveau européen, il y a une véritable prise de conscience de l'importance justement de changer la manière dont on fait les projets pour atteindre ces objectifs qui sont fixés, qui vont s'étaler certainement de 2025 jusqu'aux prochaines décennies. Et donc, pour nous, on considère que les agences comme No Man's Land, WRA, Viguier sont vraiment le fer de lance justement de cette nouvelle génération d'architectes et d'architecture et qui démontre aussi l'utilisation d'outils digitaux et volontairement, je ne cite pas uniquement le BIM, hein, mais tout ce qui touche en fait aux nouvelles tendances n'est pas forcément contraire avec finalement cette notion de créativité architecturale et Vladimir, Laurence et Samuel nous le prouvent au sein de leur structure. Donc, on est très heureux de les accueillir et on vous laisse la parole, Arnaud, pour mener cette table ronde qui s'annonce passionnante. Merci. Merci Manuel. On vous retrouve tout à l'heure en conclusion de cette table ronde
Merci beaucoup. Alors, en effet, tour de table pour commencer, pour remercier et accueillir nos trois intervenants du jour. Laurence Bonnevie, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte fondatrice de l'agence No Man's Land, comme le disait Emmanuel, et vous êtes également présidente de l'association La Maison Passive. Donc, finalement, vous avez un regard multiple finalement sur la question qui nous réunit aujourd'hui. Donc, vous construisez, vous rénovez en passif, en vous appuyant notamment sur une démarche BIM assez rigoureuse et assez riche, et aussi en maximisant dans votre démarche l'emploi de paille en ITE. On en reparlera tout à l'heure dans le détail, ce qui vous a notamment valu d'être récompensé par un BIM d'argent en 2020, avec notamment un projet dont on va parler avec vous, Laurence, l'extension réhabilitation de la Villa Ledoux à Nogent-sur-Marne. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci. Samuel Locus, bonjour. Bonjour. Vous êtes BIM manager chez Viguier Architecture. Alors, pour Viguier, dans tous les projets que l'agence mène, vous vous appliquez à répondre à ces enjeux de développement durable, ces enjeux environnementaux, en utilisant également le BIM, comme ce fut le cas notamment avec Hyperion. Hyperion, donc là, vous nous faites un clin d'œil sympa aujourd'hui parce que votre fond d'écran, finalement, c'est un appartement témoin de cet ouvrage dont on parlera tout à l'heure. Donc, la tour Hyperion, c'est la plus haute tour de logement en construction, en structure bois, qui est basée à Bordeaux et qui a aussi été lauréate d'un BIM d'or, cette fois en 2019. C'est bien ça? Exactement. On y reviendra tout à l'heure. Bienvenue. Merci. Vladimir Doré, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes architecte associé chez WRA, comme les Wild Rabbits, architecture, donc les lapins sauvages. Vous êtes donc, on peut le dire, vous êtes de véritables activistes dans le domaine finalement de l'architecture, avec une approche qui s'appuie fortement, on le verra avec vous, sur le réemploi, sur faire avec l'existant, etc. Et donc, avec une approche, on va dire, à la fois modeste et qui se veut exemplaire, également sur les plans sociaux et pas que environnementaux. Et donc, vous participez, c'est une petite accroche, moi, qui m'a tout de suite interpellé, on va voir de quoi il s'agit tout à l'heure, vous participez à ce que vous appelez un bricolage idéal dans votre métier, sans chercher la perfection. L'atelier WRA, vous avez été entre autres lauréat des NADJAP, c'est un prix des jeunes architectes, c'est ça, je pense, et également d'un BIM d'argent. C'est ça. Merci d'être avec nous. Alors, on va commencer avec vous dans un tout petit instant, mais dans un premier temps, comme on vous l'a dit à vous toutes et tous qui êtes connectés avec nous, eh bien, on va commencer par une première question à notre audience qui vous permettra peut-être de rebondir à vous, nos intervenants invités du jour, sur Klaxoon. Donc, on vous a mis un lien pour rappel dans l'onglet discussion sur Klaxoon et on va tout de suite lancer pour les personnes qui sont déjà connectées une première question en vous posant une question toute simple. Selon vous, l'architecture durable, c'est surtout 2 points. Alors, c'est surtout quoi? Vous le verrez, on a pris des parties qui n'ont aucune valeur scientifique. Je vais partager mon écran en même temps, car vous verrez progressivement les réponses arriver. Et donc, l'architecture durable, pour vous, qu'est-ce que c'est? On vous propose plusieurs solutions. On s'est un peu amusé avec Emmanuel Di Giacomo à vous demander de prendre position sur un parti pris qui vous séduit le plus, ou en tout cas qui correspond le plus à ce que vous envisagez. Des matériaux biosourcés, recyclés ou récupérés, première proposition, vous ne pouvez en choisir qu'une évidemment. Des nouveaux procédés de construction, impression 3D, du modulaire et du préfabriqué, etc. On vous propose ensuite de vous positionner éventuellement sur une maison qui produit sa propre énergie, et qui récupère, pourquoi pas aussi, de l'énergie et qui en fournit aussi, pourquoi pas. Vous m'entendez? Oui, mais ce ne sont pas les choix qui apparaissent à l'écran. Je ne sais pas si c'est normal. Ce sont les choix qui apparaissent à l'écran des personnes qui sont sur Klaxoon. Hein. Là, moi, je partage mon écran, mais pendant que vous répondez, il faut que vous alliez sur Klaxoon, évidemment. Là, je partage avec vous l'évolution. On voit qu'on a presque 50% des personnes connectées qui ont répondu. Là, allez sur la solution Klaxoon. Répondez, choisissez votre item si vous vous êtes bien connecté avant et ensuite, vous pouvez nous rejoindre sur Zoom. Ça peut être aussi une maison complètement domotisée, connectée, pourquoi pas. On vous propose aussi, avec Emmanuel, on s'est amusé un petit peu, est-ce que le développement ou l'architecture durable pour vous doit correspondre à un retour aux sources et à la nature?
Retrouvons la fonction des grottes, la cabane dans les bois, etc. Est-ce que ça fait davantage, est-ce que ça correspond davantage à votre vision ou votre fantasme, pourquoi pas, d'une architecture durable? Et enfin, un logement, pourquoi pas recyclable et pourquoi pas renouvelable aussi à l'infini. Évidemment, dans tous ces scénarios qu'on vous a proposés, il y a plein d'autres scénarios possibles, mais ça nous permettait de prendre un peu le pouls et on va constater les résultats. Il me reste encore 4 personnes qui n'ont pas répondu. On ne va pas attendre beaucoup plus longtemps. Ce n'est pas grave, c'est vraiment pour prendre le pouls. Je laisse encore, allez, 5 petites secondes, le temps. Voilà, il ne reste plus que 2 personnes. Et allez, on va constater les résultats. Tant pis pour les retardataires. Que nous avez-vous répondu? Alors, vous nous avez répondu en majorité, un logement recyclable et renouvelable à l'infini. Alors, ça va peut-être faire réagir à 47% quand même. Hein, donc, c'est quand même une tendance assez forte pour les publics connectés avec nous. Ensuite, un tiers des répondants, une maison qui produit son énergie propre et récupère de l'énergie, voire même en fournit, hein, devient aussi émettrice d'énergie, des matériaux biosourcés pour 20%, et ensuite, de manière plus confidentielle, des nouveaux procédés de construction, impression 3D, du modulaire et du préfabriqué. Voilà, je vais arrêter le partage de cet écran, et peut-être qu'au travers de cette première tendance mesurée auprès de notre audience, vous allez pouvoir, on va entamer les échanges, et je vais vous poser cette question également, une question à peu près similaire à vous, mais là, vous allez pouvoir répondre sur le fond par rapport à vos propres approches et à votre propre vision des choses. Première question, en une phrase ou quelques phrases assez rapidement, on est là vraiment pour installer un peu le décor. Quelle est votre définition et votre approche de l'architecture durable? Je vais commencer par vous, Laurence Bonnevie. Quand on vous parle d'architecture durable, comment vous la définiriez, vous, en quelques phrases? Alors, c'est vrai que les approches vont être très différentes selon les uns et les autres. C'est vrai que nous, on a pris 2 axes principaux. On travaille en passif, comme vous l'avez compris, vu mes implications dans la maison passive, on essaye de faire des bâtiments qui consomment très, très peu. Et l'idée, c'est d'avoir des bâtiments qui, à la fois, consomment peu, mais soient également beaucoup plus confortables. Donc, on travaille ces 2 axes-là et en même temps, donc, on a la partie économie d'énergie, des besoins de chauffe très, très bas. Et puis, de l'autre côté, on essaie de travailler avec des matériaux bas carbone. Et ces matériaux bas carbone, nous, on s'est axé vraiment très fortement vers la paille, avec laquelle on travaille sur des bâtiments neufs ou sur des bâtiments en réhabilitation. Et donc, on travaille avec ces produits-là, soit en bâtiment participatif, donc en impliquant les gens qui vont habiter le logement, soit sur d'autres procédés un peu plus techniques avec la préfabrication. On y reviendra dans le détail tout à l'heure. Merci pour cette première approche. Samuel Locus, pour vous et pour Viguier, finalement, comment vous résumeriez votre vision et votre approche de l'architecture durable? Bon, d'abord, vu ce que certains experts disent, je pense que c'est vraiment une question importante. Et je crois que puisqu'on nous promet des changements climatiques assez violents si on ne prend pas un peu les sujets à bras le corps, donc afin d'éviter un scénario noir, je dirais qu'une architecture durable doit être une architecture qui permet évidemment d'alléger, voire de supprimer l'impact négatif envers les enjeux environnementaux inhérents au projet immobilier. Alors, chez Viguier, on a testé plusieurs pistes, ou on teste plusieurs pistes pour répondre à ce défi. Alors, évidemment, un des types de projets qu'on fait le plus pour le moment, qu'on pratique le plus, je ne vais pas dire c'est le plus gros pourcentage de l'agence, malheureusement, mais ce sont les bâtiments à structure bois. Donc ce type de programme, c'est en plus celui qui est le plus étudié en BIM pour le moment à l'agence. Il y a évidemment les rénovations. Dans les rénovations, en fait, il y a aussi des sujets de reconversion, donc transformer des immeubles de bureaux en immeubles de logement pour ne pas avoir les démolir, mais plutôt récupérer la structure qui est déjà là. Il y a aussi des projets qui ont eu mais c'était plutôt des concours auxquels on a répondu, mais avec un grand intérêt, qui avaient pour objectif de récupération de matériaux, de réutilisation de matériaux qui étaient soit issus de déconstruction de bâtiments qui étaient sur le site même, soit dans des sites environnants. Et puis, il y a aussi la notion de projet mixte. Alors évidemment, il y a des projets mixtes avec plusieurs programmes sur un même site, mais il y a aussi l'idée de construire dans un même immeuble plusieurs programmes.
Et avec la difficulté que ça apporte, puisque ça voudrait dire construire un immeuble sur le même plateau, une partie en logement, une partie en bureau. Alors, le problème auquel on est confronté, c'est la réglementation incendie qui n'est pas du tout la même pour l'immeuble de bureau et pour le logement. Mais si on arrivait à surmonter ça, eh ben, ça voudrait dire qu'on aurait des bâtiments qui pourraient évoluer, dont l'utilisation pourrait évoluer, et ça répond d'ailleurs à une des questions, tout au cours du temps. Il n'y aura plus besoin de le détruire parce que les hauteurs de faux plafonds sont pas, enfin les plafonds et tout ça ne sont pas les bonnes. Et donc voilà. Alors après, ben, l'idée c'est de, à travers toutes ces expériences, d'avoir une bonne maîtrise et d'essayer de mieux orienter nos projets. Et puis de l'autre côté, on a aussi une demande de la part de nos maîtres d'ouvrage qui sont parfois qui font des projets assez spécifiques et qui aimeraient bien apporter plus de mixité dans les programmes qu'ils étudient. Et donc, ils sont venus nous voir pour, par exemple, apprendre, si ce sont des gens qui font plutôt des maîtres d'ouvrage qui font plutôt du commerce, ben, de pouvoir apprendre à faire du logement et comme ça apporter de la mixité dans les projets qu'ils développent. D'accord. Donc, un rôle ainsi du coup, de pédagogue, d'éclaireur et pourquoi pas même de formateur, de plus en plus demandé, c'est ça? Exactement. D'accord. Bon, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. On parlera aussi d'Hyperion, hein, dans l'appartement dans lequel vous êtes virtuellement aujourd'hui. Vladimir Doré, pour vous, c'est quoi finalement quand on parlait tout à l'heure de bricolage idéal, du réemploi, de faire avec l'existant, vous partez quand même d'une posture de conviction assez forte en matière d'architecture, en matière de construction. Quand on disait plus modeste et plus aussi, vous dites plus confiante en l'avenir. Finalement, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui en tant qu'architecte dans cette thématique? Ce qui est intéressant dans votre question, tout est intéressant, mais c'est le aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est pas exactement ce qui m'animait il y a 10 ans, ou c'est pas ce qui m'animait pendant mes études. Moi, je suis issu d'une génération qui on était diplômés à peu près dans les années 2000. Un petit peu après, nos enseignants étaient tout béton. Les questions d'énergie étaient balbutiantes au moment où on a commencé notre pratique. Ça a pris le devant de la scène pendant une période. Aujourd'hui, on se pose autant la question de l'énergie en hiver que de l'énergie en été. Et on se pose autant de la question de l'énergie grise, de l'énergie de la pollution et de la pollution induite, des fois exportée très loin, du confort qu'on apporte à nos usagers directement. Et en fait, il y a une mobilité extraordinaire dans notre positionnement et dans notre action vis-à-vis du développement durable. C'est-à-dire quand on parlait bois tout à l'heure, oui, c'est bon. On parlait Passivos. C'est évidemment des sujets et des pratiques qui nous intéressent et qu'on fait. Et l'une des complexités pour une petite boîte comme la nôtre, c'est à la fois de nous spécialiser dans certains modes d'action et puis d'élargir le panel. Alors là, on a une opportunité, après on les cherche les opportunités, mais de nous attaquer plus sérieusement aux questions de réemploi. Et si vous me posez la question aujourd'hui, qu'est-ce qui nous excite le plus, c'est ces sujets-là et les sujets qui sont connexes à la notion de valeur de ce qu'on fabrique. Quel est le coût d'un point de vue économique, quel est le coût d'un point de vue carbone, etc., etc. Et parmi les réponses qu'on peut envisager et qui vont se développer, en particulier en lien avec le Grand Paris, c'est quelle est l'économie réelle sur des trucs absolument low cost qui consistent à déposer une porte et à la reposer ailleurs. Ça demande de la main-d'œuvre, ça demande une technicité finalement vachement complexe pour la stocker, la répertorier et puis la réinjecter dans un modèle BIM avant que ça reparte dans un bâtiment. Mais c'est des sujets qui aujourd'hui nous passionnent vraiment. Comment dire, vous mettez aussi dans la balance deux approches finalement aujourd'hui qui coexistent, hein, l'approche la pensée en neuf et la pensée à la réhabilitation, dans l'utiliser l'existant, l'ancien, etc. Et vous me disiez tout à l'heure, enfin en préparant cette émission, je me permets de l'utiliser cette expression, je vous la vole un petit peu, mais c'est pour vous faire réagir. Vous me disiez, il faut qu'on passe d'une pensée Amazon de nos métiers et la repenser en penser le bon coin, finalement. Pris déjà un petit peu le sens de tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça? C'est-à-dire que, en fait, on est, depuis la moitié du XXe siècle, on est sur des logiques d'abandon pour reconstituer des choses neuves à côté,
au lieu de bricoler et de reconstruire à partir de ce qu'on a. Quand on pense à toute l'architecture vernaculaire qui démolit un bâtiment et qui reconstruit un autre à côté en allant chercher des pièces à droite à gauche, ça a fonctionné pendant tout le moment où l'industrie ne fournissait pas une matière première ou une matière transformée suffisamment abondante et pas chère, au sens économique du terme, pour que ça devienne beaucoup plus avantageux économiquement de faire du neuf. Et aujourd'hui, on est encore dans une logique Amazon, c'est-à-dire on va importer nos matériaux. Cohabite avec ça une logique Bon Coin qui consiste simplement à dire on fait avec ce qu'on a. Et ça nous approche de… En fait, il y a ce fantasme et on le partage hein, de la maîtrise absolue. Et à travers le BIM, on maîtrise ce qu'on fait. Et on maîtrise vraiment ce qu'on fait. On est dedans, on vit les ambiances avant que le bâtiment soit construit, etc. Mais ça veut dire qu'une fenêtre qui fait 45 cm de large, elle ne fait pas 42. Et puis, son profil, c'est exactement le profil qu'on a choisi. On est dans une logique Amazon. Dans une logique Le Bon Coin, il faut admettre que cette fenêtre, elle aura une forme, un profil, etc. différent. Et ça nous oblige à passer d'une logique quasiment automobile, l'objet parfait, à une logique Mad Max. On récupère les pièces qu'il y a, on récupère ce qui reste et on crée de l'émotion avec ça. Et ça va nous amener à faire notre métier complètement différemment. Et je crois que ça peut être vachement rigolo. En tout cas, on devine aussi une approche poétique du métier parce que vous n'êtes pas avare en métaphore et c'est super sympa. On va enchaîner tout de suite parce que finalement, là, on a bien compris quelles sont vos positions, votre vision et votre approche des choses aujourd'hui. On va rentrer un peu dans le concret maintenant. On a déjà un petit peu saupoudré quelques ingrédients en introduction. On va aborder avec vous concrètement, au travers de vos projets, de certaines de vos réalisations bien particulières, comment illustrer finalement la manière dont vous participez toutes et tous aujourd'hui, à votre manière du coup à l'architecture durable. Je reviens vers vous, Laurence. Laurence, on l'évoquait tout à l'heure en introduction, un projet qui est souvent présenté quand vous devez faire de la pédagogie et présenter finalement votre modèle, c'est la Villa Ledoux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Laurence, finalement, le procédé qui est mis en œuvre au travers de cette villa, mais aussi d'autres ouvrages, hein, on comprendra, pour rénover, finalement, faire de la rénovation vertueuse? Un procédé de construction ou procédé de conception je vous laisse. Alors, moi, je connais plus le sujet sous l'angle de l'extension, réhabilitation, rénovation de la Villa Ledoux, notamment. Mais si ça s'applique aussi à de la construction, eh bien, allons-y. Nous ne mettons pas de limite. Ce que je voulais dire, c'était… en gros, la Villa Ledoux, c'est une maison existante des années 60 qui est réhabilitée donc avec de l'ITE paille, posée donc pour la partie maison existante qui va être posée in situ, et puis qui possède également une extension et une surélévation. Et là, on va faire appel à du préfabriqué. Et donc, on va mélanger les deux techniques et on va utiliser justement les amis. Enfin, donc c'est du participatif sur la partie paille. Donc, tout le reste est fait par des entreprises, mais on utilise le participatif pour l'isolation, donc il va avoir lieu, je pense, à l'automne. Et on utilise aussi beaucoup la récupération, d'ailleurs, puisque nous, ça fait quelques chantiers sur lesquels on récupère pas les gravois, mais le carrelage déposé, les carreaux ciment, les choses comme ça qu'on fait venir, on fait changer, on fait migrer les matériaux. Justement, j'y étais tout à l'heure et on a des tas de bois, des tas de carrelage, justement des beaux carreaux ciment. Enfin, donc, tout le monde nous donne un petit peu des choses pour pouvoir finir, enfin pas finir, mais faire cette maison. Donc voilà, et dans le process, en fait, nous, on est parti, on a établi en fait une technique qui consistait à partir du scan 3D. Et donc, de façon à avoir un modèle, un nuage de points qui soit très, très complet, qui nous permettait en fait de faire la modélisation, puis la vérification complète, parce qu'on sait bien que on a beau être dans une maquette, tout n'est pas toujours verrouillé et que les choses peuvent bouger. Donc, on peut revenir très, très vite à la réalité de l'objet grâce au nuage. Et puis après, on a développé donc, sur la chaîne logicielle en fait, tout un tas d'outils qui vont être descriptifs, qui vont être thermiques, qui vont être de calcul de pont thermique, qui vont nous permettre en fait d'améliorer la qualité de la maquette et d'avoir à la fin un projet qui soit le plus abouti possible, tout en étant resté sans être sorti de la maquette, quoi, finalement.
Alors, je ne l'ai pas évoqué évidemment tout à l'heure en vous présentant, mais on en a parlé un petit peu. Vous êtes une véritable exploratrice, mais éclairée et lucide, hein, des solutions numériques disponibles justement pour progresser en la matière. Rappelez-nous le niveau de performance que vous visez avec cette rénovation en paille, enfin cette isolation paille. Là, on est sur un niveau Enerfit, donc le niveau réhabilitation maison passive. Donc, on D'accord. essaye d'être en dessous de 25 kWh par mètre carré par an et avec une étanchéité à l'air parfaite, etc. D'accord. Et vous, dans le procédé, vous parliez aussi de récupération, évidemment, mais quand vous utilisez de la paille, est-ce que finalement, vous êtes aussi dans une logique de circuit court? Vous vous fournissez où de cette paille? Parce qu'on pourrait se dire, elle vient de très loin ou elle vient de très près. L'impact ne Non, sera pas le même. elle vient du plus près possible. D'accord. Donc, on a des critères en fait qui sont un petit peu spéciaux dans la paille, c'est qu'en fait, on construit avec un certain type de bottes. Donc, il faut trouver le producteur de bottes qui va le plus correspondre à ce qu'on souhaite faire. Donc, dans le Val-de-Marne, il se trouve qu'on est dans le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne, il y a des producteurs, ou dans le 77. Donc, on arrive à trouver nos bottes pas très très loin. Et chaque chantier, comme ça, on s'adapte et on cherche les producteurs. Là, le but étant effectivement d'être le plus local possible, avec les circuits le plus court, le moins de déplacements et l'approvisionnement le plus facile. Alors, vous le disiez tout à l'heure, on est sur dans un premier temps, là, actuellement, dans un système de pose in situ, etc. Il y a une nouveauté finalement, et vous avez une actualité forte finalement. Ce procédé que vous testez actuellement in situ, c'est des choses qui vont peut-être évoluer à l'avenir. Oui, alors disons qu'en fait, on a deux types de procédés qui s'adaptent au type de bâtiment. Tout ce qui est pose in situ, en fait, demande quand même beaucoup de manipulation. Donc, sur des gros bâtiments, ça serait assez cher de réaliser ça à la main. On arrive à baisser les coûts grâce à de la préfabrication en faisant des panneaux, des caissons. Et donc, actuellement, on travaille sur des bâtiments collectifs sur lesquels on essaye de faire du caisson ou des panneaux, très grand format, de façon à pouvoir aller plus vite, d'avoir quelque chose qui va aller plus rapidement. Le tout étant fabriqué totalement en atelier. Et donc, c'est des projets qu'on a, en fait, qu'on intègre, y compris dans l'appel à projet auquel on a répondu récemment, qui est justement le travail sur ce type de procédé pour les maisons individuelles. C'est un projet qui s'inscrit dans la démarche Energy Sprong, c'est bien ça? C'est ça. On a effectivement été retenu pour candidater à ce concours d'innovation. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à trouver des procédés qui soient les plus rapides possibles, les moins chers possibles, pour caricaturer, et d'avoir des interventions extérieures qui se limitent à, si possible, une journée d'intervention sur une maison. Donc voilà, donc on est en train de travailler à plusieurs avec des bureaux d'études sur ce projet. D'accord, merci. Alors évidemment, je le dis à nos autres intervenants, n'hésitez pas à rebondir, à réagir. Une table ronde, il faut que ça vive. On reviendra vers vous tout à l'heure, Laurence, pour aborder d'autres aspects de votre démarche. Je vais revenir vers vous, Samuel Locus de Viguier. On l'évoquait en introduction également, et vous nous avez fait ce petit clin d'œil sympa d'être aujourd'hui dans une vue de l'appartement témoin de cette fameuse tour Hyperion, plus haute tour résidentielle en structure bois construite en France, hein, si je ne m'abuse. C'est bien ça, basée à Bordeaux. Oui, alors ça peut évoluer relativement vite, les hauteurs. Je ne suis pas au fait, mais effectivement, elle est très haute. Alors, en quoi ce projet, finalement, il illustre bien une partie, en tout cas, importante de votre démarche, de votre approche que vous nous avez présentée dans un premier temps. Et qu'est-ce que ça a déclenché, finalement? Ça a été un projet pivot, vous me disiez, chez Viguier. Ça a été un projet pivot dans les mises en place de certains outils dont je parlerai peut-être un peu plus tard. Et effectivement, il y a eu une grande interaction avec tous les intervenants, la maîtrise d'œuvre et de l'entreprise, puisqu'ici c'est un projet, je ne sais pas si on peut citer les entreprises, mais c'est un projet phage. Et donc, voilà, il y a eu au départ, c'était un concours que nous avons gagné en BIM, nous l'avions fait en BIM et on a été très content de le gagner en BIM. Et puis après, comme nous avons décidé de poursuivre le travail sur la maquette pendant les études avant projet et DCE et marché. Et l'entreprise, effectivement, s'est rapprochée de nous pour pouvoir tirer des enseignements. Donc, ça a fait, cette maquette est devenue un grand point de pivot pour la mise au point du projet.
Après, il y a eu d'autres projets en bois également aussi chez nous, donc c'est des projets de logement et d'hôtels. Il y a eu Brie-sur-Marne, Aubervilliers, un hôtel Joe & Joe en région parisienne. Et du coup, ça nous a permis, nous, on a fait des visites de chantier, des choses comme ça, des équipes qui suivaient ces projets. Ben, ça a permis un peu d'insuffler un peu une autre approche de la construction et parce que c'est pas si simple que ça de construire en CLT, parce qu'ici, ces projets sont spécifiquement souvent en CLT. Expliquez-nous rapidement CLT pour… CLT, alors ça, c'est une… je ne me rappelle plus, je l'ai plus. Je sais pas si… Cross, laminated, laminated. Ouais, ça, en fait, c'est des poutres lamelées collées, enfin, c'est des panneaux comme des lamelés collés, mais c'est plutôt que d'être juste des poutres, ce sont des grandes parois, quoi. Et donc, ça demande pas mal de spécificité au niveau mise au point. Au niveau du chantier, c'est assez spécifique puisqu'il faut beaucoup, il y a toute une approche qui se fait beaucoup très en amont. C'est compliqué de faire des interventions après sur site. Donc voilà, et tout ça fait l'objet d'échanges, notamment d'échanges qui ont lieu le mardi chez nous, qu'on a mis en place donc pour que toutes les équipes, tous les gens de l'agence, toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs puissent se tenir un peu au courant de ce qui se passe au sein de l'agence. Et dans ce cadre-là, par exemple, il y a eu d'autres innovations, je vais dire, plus frugales qui ont été partagées, notamment des choses qu'on a mis au point au niveau design, je vais dire, pour des tours comme la tour Majunga, par exemple, où il y a eu deux approches qui ont été assez intéressantes, qui ont été mises au point. Par exemple, le fait de pouvoir ne plus être dans des espaces clos quand on est dans des tours, qui est toujours des ouvrants, avec le problème du fait qu'on est dans des tours qui sont parfois assez hautes, avec des effets de vent importants. Et du coup, de devoir mettre des grilles en extérieur pour pouvoir ralentir en fait la vitesse des vents, et que quand les gens ouvrent de manière autonome, parce qu'il y a aussi une régulation du coup qui est plus autonome, qui fait plus intervenir l'occupant plutôt que de la machinerie, de la mécanisation. Ça veut dire que finalement, on a remis un peu de l'expertise d'usage, tout simplement, et du bon sens, parce que finalement, pendant longtemps, on a dit non, ouvrir la fenêtre, c'est une ineptie, que ce soit en été ou… voilà. Finalement, le bon sens d'usage, finalement, a un effet bénéfique aussi sur en tout cas, ne dégrade pas la performance thermique, voire même l'améliore. Exactement, mais ça permet effectivement de faire des économies d'énergie, et donc et en plus ça permet de, comment je vais dire, d'avoir un contact, de se réapproprier, puis de revenir un peu à un usage naturel, je vais dire, d'avoir un contact avec l'extérieur. Et notamment il y a aussi cet aspect sur les tours, donc sur les noyaux qui sont un peu spécifiques, l'idée dès qu'on sort des ascenseurs de ne plus être dans des espaces comment dire, claustrophobique, mais plutôt directement d'avoir des contacts vers de l'extérieur, et donc de placer des espèces de balcons sur les tours, à des espaces qui permettent depuis les noyaux de voir ces espaces, et après de se diriger vers eux naturellement, et comment je vais dire, de répartir la tour. Donc finalement, les solutions les plus performantes sur le papier ne le sont pas forcément à l'usage, si je comprends bien. Exactement. D'accord. Et il y a d'autres projets aussi sur lesquels on a des approches de plus grande mixité, avec l'idée en fait d'offrir différents services dans le même bâtiment. L'idée de ne plus avoir utilisé sa voiture pour se déplacer, pour aller faire des courses, pour aller travailler, pour aller chez soi. Alors donc l'architecture qui intègre aussi finalement sa place et son rôle, et l'impact en termes d'usage aussi dans les infrastructures et les environnements urbains dans lesquels se trouve l'ouvrage. Exactement. C'est ça, d'accord. Donc, une dimension vraiment 360. Très bien. Merci. Alors, on reviendra sur des détails, vous le disiez tout à l'heure, dans un troisième temps. Vladimir, je vous voyais réagir, sourire, opiner de la tête un peu, parfois, en tout cas réagir à ce que disait Laurence et également Samuel. Ouais, alors finalement, on a parlé, alors vous voyez dans les questions qu'on a posées tout à l'heure, un peu innocentes, un petit peu naïves, les propositions qu'on a faites à notre audience, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait réagir et qui font finalement écho à ce que vous mettez en œuvre finalement? Et si oui, c'est quoi? Je vais vous dire un mot quand même de notre bâtiment Passive House, mais très rapidement. Bien sûr. C'est un tout petit bâtiment en colocation sociale et solidaire pour des étudiants qui se situe à Villejuif, dans ce qu'on appelle un résidu de foncier, une petite parcelle que possédait RATP Habitat. Et ils nous ont proposé, dans le cadre d'un concours, de réaliser ça en modulaire bois tridimensionnel. Et c'était l'occasion de confronter
un usage très spécifique, à un site très spécifique, à des objectifs environnementaux et en particulier énergétiques très complexes. Passivos, c'est quand même, c'est pas évident. Et à ça, on a ajouté notre problématique de confort d'été, qui est pas tout le temps, on pourra en débattre, Laurence, qui est pas au cœur de la matrice Passivos. Et ça a été une aventure absolument extraordinaire. Maintenant, c'est pas ça modulaire, dont ça je veut voulais. dire Ouais. c'était pas assemblé sur site, c'est ça? Parce Non, que là, en fait, c'était à Villejuif et c'était assemblé où tout ça? dans les Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres ou dans le D'accord. coin, c'est CMB qui fait ça dans une petite usine. Et il fabrique des modules qui peuvent s'apparenter peut-être à un container ou quelque chose comme ça. En tout cas, il faut que ça tienne sur un camion. Ils le font sur mesure en fonction de l'architecture du lieu. Et on les réassemble. Ça a duré une semaine, l'assemblage. Et puis ensuite, comme on est des architectes un petit peu têtus, on a fini avec la nacelle par faire le bardage au quart de poil comme on le souhaitait. Et, mais c'est un chantier qui, sur place, a été comme ça. C'était l'espace d'un instant. Et en fait, ce qui est compris par rapport au sujet de qu'est-ce qu'on met dedans. Et pourquoi pas du réemploi. Et on a essayé de mettre de la paille sur celui-ci. On va peut-être y arriver sur un autre. Mais sur les conditions de travail des gens qui bossent, on parlait désirabilité de l'archi, mais la désirabilité ou le souhait de bosser dans le bâtiment sont pas mal liés aux conditions de travail. Et là, on voit des gens qui bossent en équipe, ils se connaissent tous depuis des années et ils bossent à l'abri des intempéries, etc., avec un chef de chantier qui est très présent. Et ça fait des super conditions de travail, des déchets qui sont parfaitement gérés. Enfin, c'est d'un point de vue à la fois environnemental, social et du point de vue de la maîtrise dont je parlais tout à l'heure, c'est une piste passionnante dès lors que ça reste un sujet d'architecture et qu'on bascule pas dans un sujet de design industriel. Et la limite est vraiment très ténue. Finalement, là, vous nous racontez une véritable histoire, finalement. C'est-à-dire que ce projet a du sens, si je comprends bien, et a donné un supplément de sens, finalement, aux personnes qui ont travaillé sur ce projet. Vous me parliez d'une approche un peu littéraire, finalement, de votre métier, je disais un peu poétique. Vous cherchez ça, et demain, ça vous semble primordial de viser ça quand on est architecte? Quand on parlait tout à l'heure de la manière de faire, la manière, c'est vraiment l'engagement et puis la vision esthétique et puis la façon dont on va constituer les ambiances. Et pour que ça marche, il faut mettre des mots dessus. Et si on met pas les mots justes et si les mots qu'on met dessus sont pas compris, bah forcément, un beau projet ou en tout cas un projet juste, il faut qu'il y ait 200, 300, 400 personnes qui s'accordent à un moment pour y contribuer et aller dans le bon sens, malgré des intérêts qui sont souvent dissonants. Donc, et du coup, à part si les je mots, comprends bien aussi, et aussi, du coup, si l'autorité. je comprends bien, oui, pardon. Et du coup, si je comprends bien aussi, donc, pas de discours standard comme on peut les retrouver parfois dans des dossiers de réponse à copier-coller, etc. Donc, finalement, les mots qu'on va retrouver sur un programme doivent vraiment coller, hein, c'est bien ça, à cette histoire, à ce projet, à cette ambition, quoi. Parce que la standardisation se retrouve aussi dans la manière dont peuvent être présentés les projets. Bah écoutez, nous on a la chance d'être assez bien entourés, notamment par le bureau d'études Tribu. Ils ont sorti une mono. Ah, elle est là, je vous la montre tout à l'heure. Bureau d'études environnementales. En fait, on commence toujours par essayer de déceler l'opportunité du site et du programme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire à cet endroit-là qu'on ne pourrait pas faire ailleurs. Et souvent, quand même, dans les données initiales du programme, on l'évoquait tout à l'heure avec une attente de mixité, par exemple, de la part du maître d'ouvrage, où ça peut être complètement autre chose. Il y a le point de départ de ce qu'on va pouvoir inventer en plus. C'est-à-dire que dans l'équilibre qu'on va chercher d'un point de vue environnemental, il y a une sorte d'approche holistique, faire un bon bâtiment. Et puis, au-delà de ça, on se pose souvent la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus qui inspire d'autres maîtres d'œuvre, d'autres maîtrises d'ouvrage et qui fassent un petit peu avancer les choses. D'accord. Peut-être un autre exemple de projet auquel vous contribuez. Vous parliez tout à l'heure de grands projets à la ville de Paris, d'un énorme projet. C'est ça, c'est en région parisienne. C'est un énorme énorme. chantier de rénovation. C'est gigantesque. Alors, du coup, ça fait au moins.
c'est un truc, mais Viguier, Samuel, ça va te. On fait 300 mètres carrés pour le conservatoire du 15e arrondissement. 300 mètres carrés. Non, c'est un tout petit projet. Avec une somme de trucs étonnants qui pourrait être appliqué sur 30 000 mètres carrés. Ouais, ce serait un peu plus raisonnable. Ce projet, il est très rigolo. On l'a démarré avec la ville de Paris qui est très portée sur le réemploi depuis, disons, 5 ans maintenant. Il y a 5 ans, quand on était consulté sur des sujets avec réemploi sur le papier et qu'on répondait réemploi, derrière, ils nous disaient, mais non, mais en fait, non, on n'est pas prêt. Et aujourd'hui, en fait, ils sont prêts. Et c'est génial. Donc, on a 2 gros volumes. Un volume qui est celui de l'auditorium. Et à côté, on a une sorte de restructuration urbaine qui est menée par Paris Habitat et ils déposent des pavés autobloquants. Vous savez, ceux en forme de losange. Ils ont une les forme pentagones, bizarre, là, les petits pentagones. Là, Ah non, non, oui, d'accord. Les petites vagues, là. Les petites vagues, ouais. Les petites vagues. Ah non, c'est pas les. Enfin bon. Non, non. Bref. C'est juste moche quand on les regarde de dessus. Et en fait, en concours, on s'est dit, tiens, mais si on les regarde de côté et qu'on les empile et qu'on les met en œuvre comme un mur, qu'on calpine ça, ça pourrait être juste, juste émouvant et juste malin d'un point de vue biodiversité, parce qu'on va pouvoir amener des animaux, des oiseaux dedans. Et ça permettrait de mettre, parce qu'on a toujours une petite tension avec nos maîtres d'ouvrage, on s'est dit, tiens, on va mettre la ville en confrontation avec ses propres attentes. Et en fait, ils ont dit oui. Et après, on s'est mis à le faire et c'est parti. Cette partie-là a démarré comme ça. Et puis, je prends encore une toute petite minute. Oui, on vraiment, avait sur 30 secondes, s'il vous plaît. On avait sur une autre partie du volume, un volume qu'on avait habillé en pierre. On s'était dit, on fait de la pierre, c'est marrant, sans trop se prendre la tête. Et ils ont dit non. La ville de Paris a dit non. C'est débile, vous n'allez pas ramener de la pierre de l'autre bout de l'Europe pour ce projet. Et du coup, on a trouvé une carrière à Puteaux sur une recyclerie, une plateforme Cycle Up. Et cette pierre, elle va être déposée dans le cadre d'une rénovation thermique. Et on va la poser sur un mur à ossature bois dans le cadre de notre réhabilitation. Et pour ça, la ville nous suit sur un avis technique qui est basé sur un projet du studio LADA. Et on est dans un cercle virtueux qui va nous amener à vraiment faire avancer les choses. Et du coup, c'est vraiment un lien entre notre énergie propre en tant que groupement de maîtres d'œuvre et puis la demande, quoi. Une maîtrise d'ouvrage qui s'engage et qui met les moyens, quoi. Sans la volonté et comment dire, l'aval et l'appui du donneur d'ordre, on se retrouve souvent bloqué et là finalement, voilà, des vents porteurs. Je me permets d'enchaîner. On va, avant d'aborder un troisième sujet finalement qu'on va un peu découvrir avant de vous redonner la parole, on va retourner sur Klaxoon. Donc, pour les personnes qui ne sont pas encore connectées sur Klaxoon, vous retrouvez dans la discussion, l'onglet discussion de Zoom, le lien qui vous permet de vous connecter directement sur Klaxoon et juste en renseignant votre email ensuite de pouvoir répondre à cette nouvelle question qu'on va vous poser. Donc, rendez-vous tous sur Klaxoon. Je vais lancer une nouvelle question. Qui est celle-ci, qui apparaît à l'écran. Je vais partager mon écran en même temps, comme ça vous pourrez constater avec moi l'arrivée des réponses. Voilà, donc là on se pose une question, mais une question ouverte cette fois. Donc, en quoi selon vous le numérique peut-il contribuer aux enjeux d'architecture durable, dont ceux qu'on vient d'évoquer avec nos intervenants? Alors, pour répondre, rien de plus simple. Vous voyez en bas de votre écran, quand vous êtes sur Klaxoon, vous avez une petite icône, un petit onglet, un petit plus. Il vous suffit de cliquer sur ce plus. Je vais faire un test pour vous montrer un peu l'exemple. Là, il y a une sorte de post-it virtuel qui apparaît. Je tape test. Et en fait, une fois, alors vous choisissez le bleu ou le vert, peu importe, ça n'a aucun sens là dans notre exemple. Et une fois que vous avez renseigné votre proposition, votre idée, et bien vous l'envoyez avec le petit avion vert qui se trouve en haut à droite ici. Vous voyez, donc moi je vais voir mes propositions arriver directement à l'écran. On va pouvoir les accueillir et les répartir en dessous de ce visuel. Donc moi j'ai toutes les propositions qui arrivent sur un petit onglet que je vais pouvoir dispatcher petit à petit. Donc petit rappel pour répondre à cette question, en quoi le numérique peut-il contribuer aux enjeux d'architecture durable?
pour proposer. Vous cliquez sur le plus, vous tapez votre idée, votre proposition, votre réponse, et vous l'envoyez avec le petit avion vert qui se trouve en haut à droite de votre post-it. Voilà, donc j'attends quelques instants. On a déjà un terme qui est arrivé, innovation. On a un nouveau terme qui vient d'arriver, une nouvelle proposition, bilan énergétique. La notion de productivité également, évidemment. Ça fait partie des conditions. Ah, on en a parlé évidemment. Alors, évidemment, on a parlé du BIM, on a parlé de la participation, le mot collaboratif qui se trouve être un parti pris méthode collectif finalement qui semble être incontournable pour faire de l'architecture durable, la gestion des déchets, faciliter la réhabilitation, la gestion des flux de production. Donc voilà, je vais mettre ça un petit peu à côté de la gestion des déchets. On est dans une logique de rationalisation, de frugalité aussi, hein, pourquoi pas. Éviter les surchauffes. Voilà. Hop, bilan énergétique, éviter les surchauffes. Alors, le collaboratif, je vais vraiment le positionner là. Allez-y, hein, n'hésitez pas, vous pouvez émettre autant d'idées que vous le souhaitez. On va encore attendre une petite minute, le temps de récolter vos propositions. Ah, la notion de maîtrise des coûts qui vient d'être proposée par un ou une des participants. Ah, ben, alors, le processus lui-même de production implique des déplacements, implique des frais indirects, alors des frais ou des coûts économiques, mais aussi environnementaux, comme le disait tout à l'heure Vladimir. Donc, éviter les longs déplacements, évidemment, intégrer cette logique aussi d'impact limité en termes de déplacement dans sa démarche, réduire les distances. Vous voyez, on retrouve la même idée ici. Voilà, on a une petite vague là de… Alors, la visite virtuelle des logements. Voilà, donc la visite virtuelle, on l'évoquait tout à l'heure, notamment avec Laurence, on l'évoquait aussi avec Samuel et Vladimir, pouvoir se projeter, pouvoir s'immerger, faire des scénarios, pourquoi pas projectifs pour prendre ensuite les bonnes décisions, mettre en réseau les acteurs, donc que je vais placer à côté, je l'ai perdu du collaboratif, voilà, mettre en réseau les acteurs, donc là ça y est, là, les idées affluent, le choix des matériaux. Voilà, on va encore se donner une toute petite minute parce que là, ça serait dommage de ne pas partager toutes les idées qui arrivent. Hop. Rassembler tous les composants du bâtiment sur un même support. Voilà, cette notion un peu de colonne vertébrale peut-être pour assembler. Réduction des matières premières. Alors, les matières premières, je vais mettre ça en rapport ici avec la réduction des matériaux. La visite virtuelle. Pas encore d'autres idées jumeaux. Ici, limiter l'utilisation des ressources, évidemment, donc à remettre ici dans une logique d'impact diminué. Adapter les processus de travail pour réduire le gaspillage. Donc, on est dans les processus en vue d'une meilleure efficience, une plus grande frugalité, banque de matériaux de réemploi. Une banque de matériaux de réemploi. Pas mal, ça. Tester les usages. Alors là, on n'avait pas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas, alors le côté collaboratif, certainement entre acteurs, peut-être aussi participatif avec les usagers ou les acteurs du territoire concerné. Gestion de la démolition pour réemploi. Nouveau métier. Voilà, un nouveau métier finalement qui apparaît, que je vais placer ici à côté de cette idée. Voilà, donc je m'arrête là. Alors, le brainstorm là reste actif, mais on va revenir dans nos échanges. Merci beaucoup de vos différentes contributions. Je vais faire moi juste, hop, allez, une dernière pour extraire les données, pour calculer les coefficients de biotope de surface. Alors là, moi, techniquement, je commence à être un peu dépassé, mais vous serez une majorité à bien comprendre de quoi il s'agit. En tout cas, on se garde l'idée ici. Voilà, donc je vais juste faire une petite capture d'écran. On se retrouve sur Zoom immédiatement. Hop, une petite capture et voilà. J'arrête mon partage d'écran. Merci à toutes et à tous pour vos idées. Ça va peut-être faire réagir finalement nos intervenants sur la nouvelle question que je vais leur poser maintenant. En quoi, pour vous, le numérique, les innovations liées à la data, le BIM, etc., peuvent contribuer à cette approche vertueuse de la conception et de la réhabilitation de bâtiments, donc l'architecture durable, hein, pour ne pas répéter l'expression. Je reviens vers vous, Laurence, à ce sujet. Je le disais tout à l'heure, vous êtes une véritable exploratrice, finalement, des solutions existantes à partir du moment où elles ont prouvé leur efficacité, évidemment.
quel est votre finalement, voilà, comment vous utilisez finalement le numérique aujourd'hui, le BIM notamment? C'est vrai qu'on teste beaucoup, on essaye tout ce qu'on peut. Donc, on est très joueurs. C'est vrai qu'on a démarré avec, on a démarré, je ne sais pas si on a démarré. On a utilisé en fait le scan depuis, maintenant ça va faire 2 ans. Donc, ça nous a permis d'apporter beaucoup de richesse, de documenter en fait notre base sur les bâtiments existants. Mais ça, c'est vraiment un point pour les bâtiments existants. Une chose aussi qui est très importante et qui nous a bien été prouvée par le confinement, c'est tout ce qui était collaboratif. Je pense qu'on l'a tous vécu en étant en télétravail. Ce principe de la possibilité d'avoir tous les objets, enfin toutes les maquettes accessibles à tous les participants en temps réel, de pouvoir discuter, tourner dans la maquette, travailler ensemble, quels que soient les outils qu'on utilise. Nous, on a essayé plein d'outils pour justement travailler, alors que ça soit justement en prenant la main dans la maquette de l'autre. Enfin, vraiment, on a vraiment, et on a beaucoup appris de tout ça. Et ça, on a pu le développer énormément à cause du confinement, mais c'est au moins, nous, un seul aspect bénéfique qu'on a pu tirer, c'était ça. Mais c'est le seul. Mais sinon, c'est vrai qu'on a essayé d'adapter, enfin de trouver tous les outils qui nous intéressaient. Au départ, c'était compliqué d'arriver à on avait beaucoup d'exports en utilisant des logiciels un petit peu épars. Donc, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur une chaîne logicielle avec des plugins. Nous, c'était vraiment essentiel pour éviter les pertes de données, puisque ça, moi, étant justement très dans la thermique, c'était le défaut numéro 1 du BIM, c'était de dire qu'on avait des difficultés à exporter et que c'était pas facile, on n'arrivait pas à dialoguer avec les thermiciens à cause de ça. Et ça a été d'ailleurs ce qui nous a poussé à intégrer chez nous, en fait, les aspects thermiques, parce que comme ça, on pouvait rester dans la maquette et gérer tous les calculs, nous. Donc, voilà. Après, donc c'est vrai qu'on utilise le maximum d'outils dès qu'ils paraissent pouvoir nous faire gagner en précision, en simplification du travail ultérieur, puisque le but du jeu chez nous, c'est ça, c'est on est très high-tech en conception. On a beaucoup de jouets. C'est vrai qu'on a énormément de choses très techno, mais par contre, sur chantier, on souhaite que ce soit le plus simple possible parce que justement, les ouvriers sur place, ils ne sont pas techno du tout et qu'on ne va pas leur demander d'avoir des tablettes, mais on est petits, on a des petits chantiers et on n'a pas des gens qui ont du matériel formidable. On est comme avant avec un crayon à papier et un feutre. Donc, on essaye de faire en fait chez nous de pousser très loin pour pouvoir améliorer ce qui va pouvoir se passer après. D'accord. Alors, ce qui est intéressant dans votre témoignage, finalement, on a 3 acteurs là, finalement, qui ont de culture architecturale complémentaire, je ne veux pas dire différente, de taille différente aussi. C'est vrai que quand on parle des nouvelles technologies, alors c'est la transformation digitale en général, mais là, quand on parle de BIM en particulier, à des petites structures, un des principaux freins qui est exprimé, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Projet, c'est fait pour des très grosses structures qui peuvent, mais finalement, vous pouvez, par cette approche entre guillemets empirique, test and learn, etc., que finalement, si on a un peu la culture de l'exploration du bac à sable, un petit peu, si on va fouiller un petit peu, etc., on peut se l'approprier, on peut s'approprier des technologies, le digital, le numérique, et finalement y trouver des leviers de simplification, finalement, à des choses qu'on pourrait, dans un premier temps, identifier comme étant plutôt des couches de complexité qu'on va ajouter dans un projet. Je me permets de rebondir assez rapidement, parce que le temps avance. Samuel Locus, sur Hyperion, finalement, le BIM, la démarche BIM, finalement, quels ont été ses apports, ses bénéfices, finalement, et à quoi ça a servi? Ici, ça a joué un point pivot, en tout cas au niveau du calcul du bilan carbone, puisqu'en fait, grâce à notre maquette dont TFH avait connaissance, ils ont décidé de mettre tout à plat et donc d'établir une convention BIM qui permettait d'organiser la modélisation de la maquette autour des fiches FDES de la base de données NIES. Donc, de quoi il s'agit rapidement? C'est quoi ces fiches? Alors, qu'est-ce que sont ces fiches? Alors, la base de données, c'est la base nationale française de référence sur les déclarations environnementales et sanitaires des produits. Et donc, en fait, on établit, on catalogue,
par objet ou par matériau, ça dépend un petit peu. C'est ça qui était un peu compliqué en fait. Et donc on établit des fiches par type de produits et à partir de ça, on peut déduire certains paramètres qui permettent de dire si on est plus ou moins bon envers l'environnement. Donc, et ça s'inspire notamment du cycle de vie des 10 produits, c'est ça? Exactement. Ça prend en fait en gros tout le cycle de vie de la production jusqu'au recyclage quand c'est possible. Et du coup, nous, on a avec Eiffage, donc on a réétabli une maquette qui répondait en fait à leurs exigences au niveau de modélisation. Donc, on a repris la modélisation des balcons, des façades qui sont des façades préfabriquées en bois par panneau. Et eux, en fait, ont poussé beaucoup plus loin. C'était l'objet du BIM d'or d'ailleurs. L'utilisation de l'outil, puisque tout le monde avait travaillé à partir de l'outil BIM. Je pense qu'il y avait Temptecla pour la structure en bois, ou mixte acier et bois. Et il y avait nous, évidemment, sur Revit. Et donc, ils ont demandé à ce qu'on modélise de manière spécifique. Et eux aussi, ils ont utilisé cet outil pour la préfabrication et pour suivre donc, avec le BIM les éléments de préfabrication depuis les ateliers où ils étaient réalisés jusqu'au pilotage et à la pose sur chantier. Et donc, ils ont utilisé tout un processus avec des fiches de suivi pour savoir chaque fois où on était. Et comme ça, on savait en atelier quels étaient les éléments qu'on devait envoyer sur place. Après, nous, on a décidé, grâce à cette notion de base de données NIES et FDES, de pousser l'exercice un peu plus loin et d'intégrer ça et d'essayer de faire des, comment je vais dire, des benchmarks ou des études pour voir comment on pouvait influencer ou changer la réalisation, l'étude de certains projets en changeant en fonction des données des fiches FDES, changeant certains matériaux et voir si le bâtiment pouvait être plus vertueux ou pas envers l'environnement. Donc, on a utilisé des outils, des routines Dynamo que nous on a développé spécifiquement pour pousser, enfin pour aller dans le sens de ce qu'avait initié Eiffage sur ce projet Hyperion, mais nous de le prendre à bras le corps sur d'autres projets. Alors, et très rapidement, plein d'autres potentiels, on l'imagine. Vous m'avez parlé spécifiquement si on sort un peu d'Hyperion, vous expérimentez des choses dans le domaine du generative design, c'est ça? Exactement. Alors, en quelques mots, vraiment. On est associé à un logiciel qui s'appelle SpaceMaker et donc qui nous permet en fait de faire des études en fonction de certains critères qui sont donnés par les sites. Alors, ça va être des points de vue intéressants, ça va être des expositions de façades et des choses comme ça, et qui permettent de générer automatiquement différents scénarios sur des sites urbains précis et sur lesquels on a donné des paramètres par rapport à l'environnement. Et donc, en fonction du type de logement qu'on veut, ça s'organise différemment sur des cages d'escalier. Est-ce qu'on veut plutôt des barres? Est-ce qu'on veut plutôt des plots? Et ça permet assez rapidement, en fait, d'initier le projet et d'avoir une base d'études et d'analyse. Ouais, et du coup, un vrai outil d'aide à la décision, finalement. Exactement. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Vladimir, pour vous, le numérique, finalement, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous disiez, on peut vraiment être dans le détail, vraiment faire les choses précisément avec le BIM, avec les maquettes numériques, etc. Au-delà de tout ça, finalement, votre usage du numérique et votre vision, finalement, de ce que peut apporter le numérique à une architecture durable, voire même souhaitable ou désirable. Écoutez, nous, on est un peu à l'interface entre les deux. C'est-à-dire que cette notion qu'évoquait Samuel d'élargissement de la valeur de ce qu'on met dans la maquette et donc dans le bâtiment, c'est-à-dire en implémentant à la fois le coût économique, le coût carbone et une partie de ce qui est intégré dans la FDES, c'est complètement… c'est une nouvelle manière d'aborder l'économie du bâtiment, quoi. C'est une manière environnementale d'aborder l'économie du bâtiment. Et c'est une nouvelle manière pour les économistes de travailler. À partir du moment où ils vont faire un peu moins de ratio, même si ça reste vachement important. Mais ils vont rentrer un petit peu plus dans nos maquettes pour en tirer à la fois de la data économique et de la data carbone, etc., etc. Ça va être, on va vraiment faire un pas considérable dans le bon sens. Et puis à côté de ça, moi je viens du bâtiment, j'ai commencé par construire ma propre maison.
Et j'ai passé des heures, et j'y suis là, dans la maison, D'accord. assis par terre à me demander, mais est-ce que j'ai raison de le dessiner comme ça? Et est-ce que je vais pas le décaler de 5-10 cm? Et aujourd'hui, sous Lumion, pour pas citer Twinmotion, j'ai cité les deux, sous Lumion, en connexion directe avec notre modèle, bah, en fait, je revis la même chose, c'est-à-dire j'ai souvent un écran allumé avec un projet et je m'assois par terre, je regarde l'évolution, je dépasse juste un petit truc de temps en temps. Et puis pendant ce temps-là, je bosse sur autre chose et puis j'y reviens, un peu comme si je vivais dans mes projets pendant une longue période, très longtemps avant qu'ils soient construits. Et c'est un peu l'expérience que je crois que ce dont tu parlais, Laurence, c'est vraiment habiter le projet longtemps avant qu'il soit là et maîtriser au mieux la substance des ambiances qu'on réalise. Donc nous, on est positionné entre ces deux axes-là. Ça nous va pas mal. Et finalement, on est équipé de manière relativement simple. Revit d'un côté, l'union de l'autre. Et c'est par rapport au projet qu'on développe, c'est super efficace. Et après, la question qui vient en complément, c'est celle qui a été évoquée dans le tableau et qui rejoint celle que j'évoquais en introduction, c'est la question de la base de données. Parce que nous, alors pour rentrer un tout petit peu, pas trop technique, mais quand même, le bidouillage des familles sur Revit, c'est quand même l'essence même du savoir-faire d'une agence, quoi. Finalement, la valeur de nos fichiers de base, de nos gabarits, c'est la finesse et l'agilité de nos familles. Quand on va pouvoir rentrer des trucs depuis notre bon coin virtuel de l'autre bout de la Creuse et savoir que en Creuse, il y a un gisement de 60 fenêtres qui correspondent à peu près à ce qu'on avait dessiné, et puis implémenter ça dans la maquette et voir ce que ça donne, et ça va être super rigolo. Ça va nous permettre vraiment de rentrer dans la notion de banque de matériaux qui était évoquée tout à l'heure, et de voir comment on interagit avec nos projets. Vous avez vous-même un stock aujourd'hui, Vladimir? Vous avez un inventaire de votre stock? Il est numérisé ou pas? Alors, sur le très rapidement, par exemple, je me suis permis ce petit clin d'œil, mais vraiment très rapidement. Sur le conservatoire, par exemple, on a nos nomenclatures de fenêtres existantes et qu'on a réutilisé parce qu'ils ont eu l'excellente idée, à mon sens, d'ajouter un programme d'agriculture urbaine sur lequel on va faire. Alors, on parle très souvent depuis 7 ou 8 ans de la fameuse serre en verre de réemploi, en vitrage de réemploi. Moi, j'en ai pas vu beaucoup réaliser, j'en ai vu 3 ou 4. Là, on va la faire. Et justement, avec ce stock de fenêtres existantes et virtuelles qu'on a implémenté dans le modèle, et on a ajusté la dimension et le calpinage d'une partie neuve parce qu'on avait des problématiques de qualification des vitrages très spécifiques, et puis d'une partie complètement en réemploi. Et on ajuste les deux et de sorte à ce que ça matche grâce justement à cette banque. Mais c'est extrêmement restreint. Ça n'a juste rien à voir avec l'ampleur que ça peut être, que ça peut avoir. Et vraiment, les questions qu'on se pose quand on commence à faire de la paille, quand on commence à travailler sur une approche qui intuitivement nous semble intéressante dans le développement durable, c'est qu'est-ce qui se passe si ça se généralise? Quel bazar ça va mettre dans les process? Est-ce que vraiment ça vaut le coup de ramener une paire de fenêtres du Havre? Ou est-ce que c'est pas mieux de la faire venir de Chine? Oui, donc encore une fois, oui, la capacité à quantifier, à mesurer les impacts, mais sur tous les aspects, quoi. Et ouais, je prends une porte. Et une porte, c'est pas une porte en fait. C'est une porte qui est chauffée une heure, c'est une porte qui a un degré d'affaiblissement acoustique, etc., etc. Comment on qualifie? Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui vont consister à qualifier des portes qu'on aura déposées d'un endroit pour les mettre dans l'autre? Des nouvelles filières pour les écoles, hein, pourquoi pas, et les centres de formation à envisager si certaines sont là. Vous intervenez aussi pour certaines dans les écoles. Voilà, donc on vous laisse le soin peut-être d'investiguer ces sujets plus en amont pour les futurs architectes. Justement, on a déjà quelques questions-réponses qui sont donc pour les traiter très rapidement et pour pouvoir interagir plus directement encore avec nos invités du jour. Je vais vous poser une toute dernière question avant les questions-réponses. Un dernier tour de table, mais alors vraiment de manière spontanée. Il faut que ça vienne un petit peu des tripes, pas que du cerveau. Quelle phrase
quel message, en une phrase, vraiment en une phrase, je compte sur vous pour pouvoir laisser un temps de questions-réponses. On a déjà un peu dépassé le temps. Quel message vous souhaitez adresser aux futures générations d'architectes? Parce que tout ce qu'on se dit là, finalement, ça ne va pas vraiment avoir d'impact sur nous ou peu, ça va plutôt impacter les futures générations. Donc, eux, quel rôle vont-ils jouer? Quel message vous souhaitez adresser à ces futures générations d'architectes pour qu'ils contribuent demain à leur tour à une architecture durable? Et j'insiste sur le mot désirable ou souhaitable. Je reste avec vous, Vladimir, pour répondre à cette première question, et ensuite on donnera la parole à Samuel et à Laurence. En une phrase, vraiment. Il faut que ça, voilà, spontanément. Une phrase, je dirais taureau. Et je dirais, ouais, lisez beaucoup et lisez de manière à la fois inattentive et assidue. Très bien. Samuel, pour vous, les personnes qui vont demain prendre le flambeau dans 10, 20 ans, quel message vous souhaitez leur adresser pour qu'ils soient acteurs à leur niveau, à leur manière, de tous ces enjeux qu'on a partagés? Je crois qu'on doit tous se sentir investis. Je pense que j'aurais dit utiliser le BIM, qui est une aventure en soi, mais en fait, c'est presque toutes les technologies qu'on puisse utiliser, qu'elles soient manuelles ou mécaniques, afin de construire ou de faire de l'immobilier qui a un impact beaucoup moins lourd sur l'environnement. D'accord. Merci beaucoup. Laurence? Oui, je vais faire un peu de lobbying, effectivement. Je dirais construisez passif. Si on devait inciter les jeunes générations, il me semble que c'est la base, parce que si on le fait tout seul, ça n'a aucun sens. Enfin, ça a dû survivre, et donc ça, c'est un acte collectif pour moi. Donc, je pense qu'il faut tous qu'on arrive à faire du performant, et après, effectivement, il y aura le choix des matériaux, etc., qui est hyper important. Enfin, il y a tellement de sujets en même temps, mais voilà, Oui, parce qu'on peut faire du passif, mais en utilisant plein de chemins différents. C'est aussi cette manière d'aboutir au passif qui aura un impact finalement sur. Ouais, donc d'accord. En tout cas, merci beaucoup. On va maintenant aborder les questions-réponses. Donc, je vais les prendre dans l'ordre. Une question de Tristan, et je laisse le soin aussi à Emmanuel peut-être de m'orienter sur les questions voilà, les prioritaires, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes, mais une question de Tristan qu'il a posée dès le début. Tristan est arrivé avec sa question dès le début, avant même qu'on commence à échanger. Comment faire face à la pénurie de matières premières non renouvelables, telles le sable, par exemple? Alors, qui se mouille pour ne pas faire de vilain jeu de mots, pour parler du sable ou des autres matières premières non renouvelables? Un avis? Samuel, Vladimir, moi, je ne suis pas un spécialiste du sable. Je pense que le béton est vraiment un problématique dans la construction. Je pense que si tout doucement on peut faire des bâtiments qui peuvent s'exonérer de l'utilisation du béton, qui je crois est le matériau qui utilise le plus de sable, je pense que ce sont ça les pistes. Parce que il y a le sable, ce sont les plages apparemment, et certaines rivières, et que ça pose de gros enjeux environnementaux de commencer à l'exploiter. Donc voilà. Des alternatives suffisantes existent déjà aujourd'hui, sont testées. Est-ce qu'on peut en citer une en particulier, si c'est le cas, évidemment? Ouais, là, je peux pas me prononcer. Je sais que dans le béton, oui, non, mais je veux dire, si on pouvait faire du béton avec d'autres. Oui, mais faire du béton avec autre chose que du sable, je ne sais pas si c'est possible. Alors, on joue un peu avec du béton de terre, mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est le début, on a du mal à savoir, à le caractériser d'un point de vue résistance. Pour le moment, c'est une marotte que beaucoup d'architectes, à laquelle beaucoup d'architectes s'adonnent, mais c'est pas encore précis. Non, le pisé, la construction de terre est vraiment enthousiasmant. Oui, entre autres, pour pas parler bois directement. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes usages, mais effectivement, la terre, c'est passionnant. C'est un matériau complètement différent. Et là, pour le coup, il y en a. Et l'avantage aussi, c'est que la terre, quoi qu'on en fasse, de toute façon, elle peut toujours être réutilisée après. Donc,
C'est un matériau merveilleux, ça aussi. D'accord. J'enchaîne sur une prochaine question. Alors, juste je réponds en direct à une autre question qui a été posée, mais plus, voilà. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y aura un replay disponible. Sébastien, peut-on affirmer que le jumeau numérique est un pilier de l'architecture durable? Avec quelques commentaires, la clé qui permettra de réhabiliter le plus efficacement possible, plutôt que de démolir et reconstruire. Alors, en fait, il y a environ 28 questions dans la question de Sébastien. Non, je rigole. Quels sont enfin, selon vous, les enjeux et les contraintes liées au développement des jumeaux numériques et à leur pérennisation, systématisation? Donc, si je devais résumer, le BIM, est-ce que c'est un pilier durable, notamment utile pour la réhabilitation? Voilà. Et quels sont les enjeux et contraintes liés au développement des jumeaux numériques et à leur pérennisation? Voilà. Une maquette BIM, c'est censé être évolutif, vivant, suivre un continuum d'utilisation, exploitation, maintenance, etc. On en est où là-dessus aujourd'hui? Alors là, vous faites tous du BIM, vous ne pouvez pas ne pas avoir d'avis là-dessus. Ben, moi, je vais parler technologiquement, je dirais qu'on l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est Vladimir qui a parlé de base de données. Je pense que le BIM, c'est ça, c'est d'avoir une base de données qui documente au mieux un bâtiment, donc qui fait au mieux le jumeau numérique. À partir de là, une fois qu'on a une connaissance, en fait, c'est la transparence du bâtiment dans ses tréfonds, ben, on peut toujours orienter ses choix. Donc, c'est déjà, c'est une base, c'est la connaissance, en fait. Vladimir, Laurence, un complément? Ouais, je partage, mais c'est vrai que la question de l'obsolescence de nos modèles est déterminante. Votre micro a été coupé accidentellement, Vladimir. Oui. Coupé. Non, il ne nous entend pas. Par contre, pour l'obsolescence programmée, ouais, il y a un problème du micro. Pour l'obsolescence des maquettes, alors je ne sais pas très bien comment ça va se passer. On voit qu'il y a des formats qui évoluent beaucoup plus vite que d'autres. Les formats Autodesk évoluent assez vite. Donc, effectivement, nous, quand on a des projets anciens, ben, comme ils sont en version 2015, par exemple, c'est pas toujours facile de savoir comment va se faire la transition. Comme maintenant, on est en 2022 et quand il y a des clients qui nous demandent de les réveiller. L'IFC évolue beaucoup moins vite. Les autres produits, je les connais moins, donc je ne sais pas. On voit que sur AutoCAD, par exemple, il y a une gestion qui permet quand même de réveiller des vieux fichiers. J'imagine qu'il y aura le même sujet avec des produits comme Autodesk, qu'ils vont toujours faire, qu'il n'y ait pas trop de problèmes d'obsolescence des données. Merci d'avoir pris le relais pendant la coupure de Vladimir. Vladimir, terminé finalement. On vous a perdu quasiment un tiers de votre phrase tout à l'heure. Samuel l'a très bien reprise. Bon, bah, c'est super. Laurence, un point de vue sur la pérennisation ou l'obsolescence potentielle ou non? Je vais dire un petit peu la même chose que Samuel. Effectivement, on a la chance cette fois-ci d'avoir à peu près tout regroupé sur le même fichier. Donc, cette base de données, elle est déjà centralisée, ce qui est un premier avantage par rapport à autrefois, qui était d'avoir des choses éparses, des plans, des fichiers Excel, que sais-je, enfin, tout partait. Et il y a beaucoup de bâtiments existants dont on a perdu toutes les sources. Ça, nous, on le vit en permanence, d'avoir des bâtiments qui sont même pas très anciens et qui n'ont absolument plus aucune documentation, et ça, c'est un peu dramatique. Et c'est vrai que cette transmission, enfin, cette évolution en fait, du fichier dans le temps, il est très important qu'on puisse effectivement garder, enfin, que les producteurs de logiciels gardent en tête de bien permettre de récupérer effectivement ces anciennes versions. Ça, c'est certain. Et après, les faire vivre, si je peux me permettre un conseil de maîtrise d'ouvrage, imprimer au moins un jeu de plans. D'accord. Ça va peut-être en conforter certains de se dire « Ah oui, je ne passe pas au 100% digital ou numérique, si je peux les imprimer. » Ça n'empêche pas de faire vivre le jumeau numérique, mais imprimer un jeu de plans, c'est… Des fois, c'est tout ce qui reste. Alors, on va terminer avec une question plutôt technique et enfin une question un peu prospective. Donc, la première posée par Corinne. Quand on a des parois très techniques pour, par exemple, une maison, comment prévoyez-vous? Alors, je ne sais pas si cette question s'adresse en particulier à l'un ou l'une d'entre vous. Comment prévoyez-vous l'intervention ultérieure des futurs habitants? On a quand même beaucoup parlé de la vertu du participatif, du côté inclusif, expertise d'usage des usagers ou futurs usagers. Finalement, comment on peut les
réimpliquer dans un second temps, une fois que c'est fait. Alors, si vous opinez du chef, Vladimir, ça veut dire que vous avez une petite… moi, j'adore, c'est ma ouais. question préférée. C'est ma question préférée parce que Ouais. quand on finit un chantier, il a tous les tampons qu'il faut et il a la performance qu'il faut, en théorie, ou à peu près. Et en fait, notre ambition en tant qu'architecte chez WRA, c'est que la livraison du projet soit le début de la vie du bâtiment. Et que derrière, si c'est une maison, les habitants la foutent en l'air et la recommencent. Et si c'est un immeuble, qui change d'usage 5 fois au cours de sa vie. Donc, nous, on prévoit qu'après nous, ce soit une sorte de désordre absolu dans un contexte bienveillant qu'on a mis en place en ce sens. Et du coup, sans forcément par exemple, sans forcément anticiper la perfection ou l'évolutivité, mais en se laissant… Avec Paris Habitat, dans le 16e arrondissement de Paris, on a un projet avec des jolies trames. Tac, 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 bien carré, un peu chiant. Et à l'intérieur de nos trames, on a des fenêtres de cuisine, des fenêtres de séjour, des fenêtres de salle d'eau, etc. Et ces trames-là, les cadres dans lesquels s'inscrivent les fenêtres, on peut les retirer et les changer par d'autres cadres. Dans 30 ans aussi, notre maître d'ouvrage s'en souvient. Et donc, le bâtiment pourra évoluer tout en conservant la stricte rigueur de notre composition de façade en termes d'usage. Et en fait, ce qu'on perd dans notre fascination pour la trame à l'heure actuelle, c'est l'adaptation de la baie à l'usage qu'il y a derrière. Si on fait toutes les fenêtres pareilles, on arrête de faire une partie de notre boulot qui est qualifié des vues, des éclairages, etc. Et avec cette solution-là, on a eu l'impression d'apporter un bout de réponse à cette question-là, mais c'est pas la réponse absolue. C'est une piste. Alors, Laurence, vous qui faites du participatif, vous le disiez in situ aujourd'hui, etc., est-ce que cette question vous a déjà été posée? Est-ce que vous l'avez déjà envisagée? Alors, c'est les parois très techniques qui me posent question, mais… oui. On peut peut-être demander à Corinne s'il est encore là de nous préciser ce qu'elle entend par très technique, mais voilà. Globalement, finalement, la notion déjà de… Ouais. Nous, en tout cas, par rapport à l'évolutivité, nous, on travaille beaucoup le principe des bâtiments par étapes. On n'en a pas parlé, mais toujours pareil dans le contexte du passif, on fait des bâtiments en fait, qui se permettent d'être évolutifs, d'aller vers le label. Est-ce que vous n'avez pas couvert votre micro, Laurence? On vous entend plus très bien. Ah, peut-être que oui, si. voilà, vous l'avez couvert. Voilà. Merci. Donc, on fait des bâtiments en fait, qui sont dans une stratégie par étapes, qui vont vers le passif en plusieurs étapes, et il y a une possibilité de labelliser les bâtiments comme ça, avec justement des phases qui sont précalculées, qui permettent aux gens d'évoluer avec leur bâtiment en tenant compte de leur réhabilitation à venir. C'est-à-dire à quel moment on doit faire le toit, etc. Donc ça, c'est une façon de faire que de réhabiliter progressivement un bâtiment et donc d'en être maître pour les gens qui ont décidé de faire eux-mêmes ou de faire en différentes étapes, justement. Après, l'intervention sur des parois, alors c'est la notion technique donc, qui me pose question. L'étanchéité à l'air, alors l'étanchéité, voilà. C'est l'étanchéité à l'air. L'étanchéité à l'air, si c'est ça, il faut juste, effectivement, le principe, c'est que normalement, surtout si on a des bâtiments très performants, il ne faut pas percer cette couche étanche à l'air. Donc, normalement, idéalement, il faut veiller à faire qu'on ait dessiné la paroi de façon à ce que cette couche d'étanchéité à l'air ne soit pas accessible. Et ça se fait soit dans des bâtiments collectifs où on ne discute pas avec l'habitant, on est vraiment obligé d'être très prudent. Et de temps en temps, on peut de temps en temps accepter de prendre des risques avec l'occupant quand c'est un propriétaire de maison individuelle qui a décidé de se dire je ferai très attention, mais c'est même très risqué parce qu'il va vendre forcément et le savoir de la couche, de l'endroit où se trouve la couche d'étanchéité à l'air va se perdre. Donc, il est prudent, très honnêtement, d'écarter cette couche d'étanchéité à l'air suffisamment loin pour que la vis ou le clou du tableau de la grand-mère ne vienne pas transpercer tout ce qu'on aura fait. On aura eu beaucoup de mal à établir par ailleurs. Donc, c'est vrai que c'est un point de vigilance. Alors, Tristan nous posait une question. Alors, peut-être, je ne sais pas si la réponse existe, et on risque d'y passer un peu trop de temps, mais aujourd'hui, quel effort reste-t-il à faire pour globalement durable en France? Avez-vous une réponse à ça? Maintenant, il est déjà 19h51.
Je ne souhaiterais pas qu'on déborde trop. Emmanuel, qu'en penses-tu? On se laisse encore 1 minute pour y répondre ou on enchaîne? On a déjà apporté quelques éléments de réponse, mais on se laisse la possibilité de… Oui, on peut se laisser Oui, d'accord. entre 30 secondes et 1 minute. Ouais, voilà, on y va. Alors donc, Samuel, Je pense que ça vous dépend qui… de choix ouais. politiques, en fait. Je pense que je crois que enfin nous, le CLT, ça coûte quand même plus cher, donc c'est un investissement. Et donc, il faut, à mon avis, un élan qui vienne du politique pour promouvoir les bâtiments, les constructions qui soient positives envers l'environnement, enfin qui soient. Et par contre, essayer de limiter tout ce qui a plus d'impact. Donc, je ne sais pas comment, mais avec des aides et avec peut-être comment je dis, bon, et après, il y a voilà. Et il y a les concours. Pour le moment, je pense qu'il y a pas mal de concours qui sont lancés avec des grandes ambitions environnementales. Mais bon, parfois, malheureusement, la volonté n'est pas suffisante. Et on a déjà vu, nous, des projets qui devaient être construits en bois et qui finalement se terminaient en béton. Donc ça, c'était des grandes tristesses pour nous. Vladimir, qu'est-ce qu'il reste à faire en, allez, 8 mots et demi? L'effort sur le bois, poursuivre l'effort sur le bois, poursuivre l'effort sur la réhabilitation. En 8 mois et demi, on peut dire que l'essentiel. Merci. Laurence? Encore beaucoup de réflexion. Je pense qu'il faut réfléchir, il faut travailler et essayer de beaucoup mettre d'intelligence dans tout ce qu'on fait, si on peut. Et explorer. Et explorer aussi, si je comprends bien votre mode de fonctionnement, explorer les possibles. Très bien. Merci énormément, merci beaucoup. Alors, il y a plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de se dire, évidemment. On aurait pu y passer des heures, mais on a déjà pas mal débordé. Merci donc Laurence Bonnevie, merci beaucoup Samuel Opus, merci beaucoup Vladimir Doré. C'était un plaisir de préparer ça avec nos invités du jour. Je vais passer la parole à Emmanuel. Emmanuel, si tu devais résumer en quelques mots les 2 ou 3 idées principales qui ont été partagées, qui t'ont le plus peut-être interpellé dans ce qui a été partagé aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiendrais? Et parallèlement à ça, je l'annonce, on va lancer une question sur Klaxoon. Je l'annonce juste comme ça, on peut faire la conclusion d'Emmanuel et vous pouvez quand même participer à cette petite question. On va vous demander en un mot quel adjectif ou quelle caractéristique définira le mieux l'architecture durable et souhaitable pour les générations futures. Voilà, je lance la question sur Klaxoon, mais restez concentrés évidemment sur le mot de conclusion d'Emmanuel. Merci Arnaud. Et alors c'est très dur de conclure en 2 ou 3 mots après une table ronde aussi riche et aussi passionnante. Tout d'abord, je dirais que le point commun entre ces 3 témoignages, c'est qu'en fait, on trouve vraiment ce qui fait la quintessence des architectes, c'est-à-dire ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire à la fois l'émotion, la poésie, le réalisme, la compréhension de tous les enjeux sociétaux, économiques, architecturaux, etc. Et la compréhension des enjeux actuels que seuls les architectes peuvent voir finalement, parce que on a tendance à l'oublier, mais finalement ils sont capables en fait de synthétiser tout ça. On a vu aussi ce qui est assez intéressant, c'est que ce sont des architectes qui vivent vraiment avec leur temps, c'est-à-dire que quand bien même ils parlent, par exemple, d'une pensée, le bon coin, ou alors de cette notion de producteur au consommateur, de circuit court, etc., qu'on retrouve finalement dans la notion de consommation du quotidien, avec cette notion de responsabilité aussi environnementale, sociale, etc., sont malgré tout des gens qui vivent avec les techniques actuelles, le numérique, le BIM entre autres, le generative design, on l'a vu avec Samuel, on a vu Laurence qui parlait des plugins, etc. J'ai beaucoup aimé aussi Vladimir qui nous disait finalement, quand je m'asseyais à côté de mon projet pour me rendre compte de ce que ça donnait, etc., je retrouve ces sensations avec le numérique. Il y a vraiment beaucoup de bon sens, beaucoup de savoir-faire. Il prouve à certains professionnels du bâtiment que ce n'est pas vrai. Les architectes ne sont pas que des artistes. Ce sont aussi des gens qui sont capables de maîtriser. J'ai bien aimé notamment ce qu'a dit
Vladimir à la fin, c'est finalement, on retire la valeur qui est dans la maquette. C'est une nouvelle manière d'aborder l'économie du bâtiment. Laurence qui dit on contrôle grâce à finalement tous ces outils qu'on a testés comme des vrais ingénieurs, etc. Comment dire, Samuel aussi avec des propos très intéressants, très pragmatiques. Donc j'aime beaucoup tout cet équilibre, j'aime beaucoup cette notion de poésie. Et peut-être pour conclure, ils l'ont dit aussi entre les lignes et ils le savent à juste titre. Hein, je crois que surtout Laurence et Vladimir enseignent. Je ne suis pas certain que Samuel donne des cours, mais peu importe, lui aussi, il a cette conscience et cette notion de l'importance pour des futures générations. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi et que je pousse à chaque fois. C'est les messages à retenir, c'est comment dire, il faut absolument que les futures générations ressemblent à Laurence, à Vladimir, à Samuel. Il faudrait être capable de les cloner d'une certaine façon, avec leurs différences aussi, parce que vous voyez, c'est des gens, ce sont des agences qui ont des vraies différences, qui font des projets qui sont différents, mais avec beaucoup d'humanité, de prise en compte de tous les aspects, etc. Et ce qui est très beau aussi, c'est ce qu'a dit. Bon, il y a eu une question sur le jumeau numérique qui aurait pu être beaucoup plus poussée au niveau des réponses, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit aussi Vladimir. La livraison du projet, c'est le début de la vie du projet. Donc, prenons exemple sur ces architectes. Moi, j'ai vraiment adoré cette table ronde. Prenons exemple sur ces trois professionnels extraordinaires. Et faisons finalement, créons le monde de demain. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que les autorités publiques, elles aient vraiment ce bon sens qu'ils ont à comprendre que sans le numérique, on n'y arrivera pas. Oui, on y arrivera, mais on mettra 3 fois, 10 fois plus de temps. Avec le numérique, avec des bases de données, etc., on va être capable de faire de l'économie circulaire, recycler les bâtiments, les réutiliser, etc. Moi, j'aimerais que les pouvoirs publics se rendent compte de ça, qu'ils prennent exemple sur ces personnalités et qu'on avance positivement et qu'on montre que finalement, alors ils ne sont pas les seuls, mais qu'on montre que, par exemple, les architectes, eux, ils sont capables de prendre en compte ces enjeux et de faire évoluer la société. Quand on se demande demain comment on va atteindre les objectifs de réduction d'empreinte carbone, Vladimir, Laurence, Samuel nous montrent comment on doit s'y prendre, etc. Il faut absolument que ça soit retranscrit dans les pratiques, dans la réglementation, etc. Et qu'on enseigne ça aux futures générations et qu'on arrête uniquement de leur enseigner finalement des pratiques qui datent de l'époque des beaux-arts, etc. C'est vraiment l'avenir et je vous remercie beaucoup. C'était vraiment très riche et je pense aussi pour les gens qui ont assisté à cette belle table ronde. Et merci Arnaud aussi pour cette superbe animation en fait de cette table ronde. Merci. Un prochain rendez-vous avec Autodesk dans les semaines qui viennent, Emmanuel? Oui, alors effectivement, Arnaud, le prochain rendez-vous, c'est la suite en fait des talks de l'excellence française. Voilà, c'est le 8 juillet, comme Pascal l'a mis dans le chat, autour du BIM, de la collaboration qui sont les fondations finalement aussi de l'ingénierie du bâtiment du futur. Alors, c'est une autre thématique, etc. Donc, ce sera le 8 juillet. Vous pourrez vous inscrire. On enverra bientôt les liens d'inscription. Merci encore. Merci Laurence Bonnevie, merci Samuel Locus et merci. Vladimir Doré. C'était un vrai plaisir de préparer et passionnant, un vrai plaisir, un vrai enrichissement de préparer ça avec vous. Merci également à Pascal qui a œuvré aujourd'hui et bien en amont pour préparer cet événement. Merci donc à Pascal, merci à toi Emmanuel et puis rendez-vous avec Autodesk dans les prochains jours, notamment avec cette talk de l'excellence française du 8 juillet. À très bientôt, bonne fin de soirée, prenez soin de vous et de la planète. À bientôt. Merci, Bonsoir, à bientôt. merci. Bonne soirée, merci. Au revoir, merci. Au revoir.